Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable icône, Diana Ross. Tout le monde connaît le nom, la reine de la Motown, la voix des Supremes, la star de cinéma. Mais nos sources nous dessinent un portrait bien plus complexe. Oui, tout à fait. Au-delà de cette carrière monumentale, il y a une histoire personnelle, une relation en particulier, qui a défini une partie de sa vie et celle d'une autre légende. C'est exactement ça. On a sous les yeux deux récits qui se complètent. D'un côté, la chronologie quasi encyclopédique de sa carrière, les disques d'or, les films, Les récompenses, sur plus de 60 ans, et de l'autre, on a un texte beaucoup plus intime, presque à huis clos, qui explore sa relation extraordinairement profonde avec Michael Jackson. une histoire que beaucoup de gens pensent connaître, mais qui est souvent réduite à de simples anecdotes en fait. Notre mission ici, c'est un peu de superposer ces deux images. Oui, de voir comment la construction de l'icône publique a pu influencer la femme en privé et inversement. On va découvrir la Diana Ross qui brille sur scène, Mais aussi celle qui existait dans les coulisses et dont l'influence a, façonné l'un des plus grands artistes du XXe siècle. c'est une histoire de musique, de gloire, mais aussi de liens humains d'une complexité rare. Alors, la question est posée. Comment une jeune fille de Détroit, qui rêvait au départ d'être créatrice de mode, est-elle devenue une légende planétaire? Allons-y. Tout commence donc à Détroit, dans les années 50. Diana Ross, ou plutôt Diane, comme l'appelaient ses proches, grandit dans les cités de Brewster Douglas. Et son voisin d'enfance n'est autre que Smokey Robinson. C'est incroyable, on est déjà au cœur du futur son de la Motown sans le savoir. Exactement. Et pourtant, elle ne se destinait pas à la chanson au départ. Non, son premier rêve, c'était la mode. La mode, oui, mais la musique est partout. À 15 ans, elle rejoint un groupe vocal, les Primettes. C'était le groupe sœur, en quelque sorte, d'un groupe masculin local, les Preems, qui deviendront plus tard The Temptations. Le destin était vraiment en marche. Et c'est avec les Primettes qu'elle va frapper à la porte de la Motown. Voilà. Après avoir gagné un concours de talent, elles obtiennent une audition avec le grand patron Berry Gordy. Il est impressionné, il voit le potentiel, mais il est aussi incroyablement pragmatique. Il leur dit de revenir plus tard, c'est ça? En substance, oui, il leur dit « Vous êtes doués, mais finissez le lycée d'abord ». Ce qui aurait pu être la fin de l'histoire pour beaucoup. Mais pas pour elle. Ah non, pas du tout. C'est là qu'on voit leur détermination. Elles ne rentrent pas chez elles en attendant. Elles se plantent tous les jours devant le studio Hitsville USA, le QG de la Motown. Elle traîne là-bas. Oui, elles font des chœurs, des claquements de mains sur les enregistrements des autres, n'importe quoi pour rester dans le circuit. Elles s'imposent, quoi. Et ça finit par payer. En 1961, Gordy cède et les signe. Mais il y a une condition. Oui, et une condition de taille. Ils détestent le nom de Primettes. Ils leur demandent de changer. D'accord. Et c'est Florence Ballard, une des membres fondatrices, qui choisit The Supremes sur une liste de suggestions. C'est assez ironique d'ailleurs. Pourquoi ironique? Parce que Diana Ross, elle, n'aimait pas du tout ce nom au début. Elle le trouvait trop prétentieux. Et pourtant, ce nom va devenir synonyme de succès planétaire. Mais ça n'a pas été instantané, le succès. Non, le vrai décollage, c'est quand Berry Gordy prend une décision qui va absolument tout changer. La fameuse décision. Cruciale et controversée. En 1963, il décide que Diana Ross sera désormais la chanteuse principale du groupe. Jusque-là, les voix principales alternaient, mais Gordy voit en elle ce petit quelque chose en plus. Le charisme, la voix. Oui, le critique Robert Christgau a une formule géniale pour ça. Il dit qu'elle était l'âme ou peut-être l'élan vital d'une machine. Et c'est là que la machine Motown, se met vraiment en marche. Et quelle machine! Entre 1964 et 1967, c'est une avalanche de tubes. 10 singles numéro 1. Where Did Our Love Go? Baby Love. Stop, In the Name of Love. C'est du jamais vu pour un groupe féminin à l'époque. C'est un phénomène. Mais cette machine à succès a un coût humain. La décision de Gordy, forcément, crée des tensions. Bien sûr. Pour enfoncer le clou, en 1967, le groupe est officiellement renommé Diana Ross and the Supremes. Ce n'est pas anodin, c'est une stratégie de star-making qui la place définitivement au centre. Et ça, pour les autres membres, on imagine l'ambiance.
Surtout pour Florence Ballard, qui avait choisi le nom et qui était la voix puissante du début. Elle le vit très très mal. Elle est aux prises avec des problèmes personnels, l'alcoolisme, et elle est finalement renvoyée du groupe la même année. C'est le côté sombre de la Motown. Et même Diana Ross, la star désignée, paie le prix. Ah oui, nos sources mentionnent qu'elle souffre d'anxiété et d'anorexie sous la pression constante de Gordy, qui exigeait la perfection absolue. C'est intéressant de penser que, pendant ce temps-là, un jeune garçon nommé Michael Jackson observe tout ça depuis les coulisses. Il a dû absorber ce modèle. C'est une excellente connexion. Il a vu de près comment on fabrique une star avec tout ce que ça implique de sacrifice. Finalement, en 1970, après 12 singles numéro 1, le chapitre se ferme. Elle fait ses adieux aux Supremes. Oui, lors d'un concert d'anthologie à Las Vegas. Elle est prête pour la suite. Et cette suite, c'est une carrière solo qui démarre en trombe. Son deuxième single, Ain't No Mountain High Enough, c'est un succès colossal. Mais c'est un autre domaine qui va la consacrer comme une artiste totale. Le cinéma. En 1972, elle relève un défi immense. Incarner la légende du jazz, Billie Holiday, dans le biopic Lady Sings the Blues. C'est un pari énorme. Énorme. Beaucoup doutaient qu'une star de la pop puisse incarner une figure aussi torturée. Et elle a fait taire tout le monde. C'est fou de penser que pour son tout premier rôle, elle décroche une nomination aux Oscars et un Golden Globe. C'est rarissime. C'est même du jamais vu pour une artiste afro-américaine à l'époque. Elle prouve qu'elle n'est pas juste une chanteuse, c'est une performeuse. Elle enchaîne avec Mahogany en 75, où elle dessine ses propres costumes. Fidèle à son rêve d'enfance, oui. Et puis arrive The Wiz en 1978. Ah, The Wiz. L'adaptation du Magicien d'Oz, avec un casting entièrement afro-américain. Un projet audacieux. Et le lieu d'une rencontre déterminante. Plus qu'une rencontre, c'est un tournant. Elle y joue Dorothy, et l'épouvantail, lui, est incarné par un Michael Jackson de 19 ans. Déjà une star, mais pas encore le King of Pop. Et leur relation, qui existait déjà dans la famille Motown, prend une toute autre dimension. Oui, et la source la plus intime qu'on a est très précise là-dessus. Pendant le tournage à New York, loin de Los Angeles et du cocon familial, ils décident de vivre ensemble. Dans un appartement à terre. Oui, dans un appartement. Sans personnel, sans caméra, juste eux deux. L'équipe du film remarque leur complicité fusionnelle. Elle l'appelle bébé, et lui, d'habitude si timide, est complètement détendu, ouvert, presque transformé à ses côtés. Et c'est une période de création intense pour lui aussi. On est juste avant son explosion en solo. Exactement. C'est dans cet appartement qu'il lui fait écouter les premières démos de ce qui va devenir l'album Off the Wall. L'album qui va le définir comme artiste adulte. Elle est sa première oreille, sa confidente. Pendant ce temps, elle est en train de devenir une reine du disco, avec des tubes comme Upside Down et l'hymne absolu I'm Coming Out. C'est un moment où deux trajectoires stellaires s'alignent parfaitement. Et juste après ça, en 81, elle fait un autre coup d'éclat en quittant la Motown. Après 20 ans. Oui. Pour signer un contrat record de 20 millions de dollars avec RCA, c'était le plus gros contrat de l'histoire pour une artiste féminine à l'époque. Un contrat qui lui donne un contrôle créatif total. Elle est au sommet de son pouvoir. Mais cette histoire avec Michael Jackson, elle continue de se développer en parallèle. Vous avez dit que leur histoire a commencé bien avant ce film. En fait, la Motown a carrément utilisé son nom pour lancer les Jackson 5. Oui, c'était du pur marketing au départ. Le premier album du groupe s'appelle Diana Ross Presents The Jackson 5. C'est une stratégie de Berry Gordy. D'accord. Mais ce qui est fascinant, c'est que pour le jeune Michael, ce n'était pas du marketing. Dans son esprit, c'était la vérité. Il a toujours maintenu que c'était elle qui les avait découverts. Il a donc transformé une stratégie commerciale en une mythologie personnelle. Complètement. Et cette mythologie s'ancre dans le réel. Quand la famille Jackson déménage en Californie, Michael passe énormément de temps chez elle. Il l'observe. Il étudie. Il étudie sa gestuelle sur scène, sa façon de contrôler une foule, sa manière de répondre aux interviews. Elle est son mentor, son modèle, presque une figure maternelle et une idole tout en un. Ce qui nous ramène à ce fameux point de bascule public, le moment où cette relation, jusque-là privée, éclate au grand jour. On est en 1983. Michael Jackson a 24 ans. Il est la plus grande star de la planète grâce à Thriller. Et lors d'une interview télé, un journaliste lui pose une question qui semble anodine. Qui est votre femme idéale ? Et là, sa réponse est instantanée, sans aucune hésitation. C'est Diana Ross. Je l'aime. Il ajoute même que s'il pouvait épouser n'importe qui au monde, ce serait elle. Une déclaration pareille au sommet de sa gloire, c'est énorme. On imagine la pression que ça a dû mettre sur elle. Une pression immense. Et sa réaction ? Le silence ? Un silence absolu, assourdissant. Elle ne commande jamais publiquement.
jamais. Et 2 ans plus tard, en 1985, elle donne sa réponse la plus concrète. Elle épouse le magnat norvégien Arne Naess Jr. Et Michael Jackson n'assiste pas au mariage. Il dira plus tard « J'étais jaloux ». Calendrier. Ah oui, la chanson Dirty Diana, sortie en 1987. Exactement. Le copyright de la chanson a été déposé le jour précis du mariage de Diana Ross. Ça ne peut pas être qu'une coïncidence. C'est impossible. C'est un message. Un message très public et selon son frère Jermaine, un cri de frustration, de douleur. Puis, quelques années plus tard, en 1991, le ton change complètement avec Remember the Time. Une chanson beaucoup plus douce, nostalgique. Oui, beaucoup y voient un hommage apaisé à leur période de complicité, notamment sur le tournage de The Wiz. C'est une relation qui se joue par chansons interposées. Mais le geste le plus fort, le plus révélateur de leur lien, n'est pas musical. Non, il est juridique. Et il est bouleversant. En 2002, quand Michael Jackson rédige son testament, il stipule que si sa mère, Catherine, venait à décéder ou était incapable de s'occuper de ses enfants, La tutrice légale qu'il désigne, c'est elle. c'est Diana Ross. C'est stupéfiant. Pas sa propre famille, ses frères ou sœurs, pas un autre ami, mais elle. Ça en dit plus long que n'importe quelle interview. C'est un acte de confiance ultime, absolu. C'est la preuve que, malgré tout, ce lien fondamental n'a jamais été rompu. D'ailleurs, après sa mort, on a découvert d'autres choses. Comme cette pièce privée à Neverland, La salle Diana, comme l'appelait le personnel, entièrement remplie de photos d'elle. et elle, de son côté, a-t-elle finalement mis des mots sur ce lien? A-t-elle brisé ce long silence? Très tardivement et jamais publiquement. La source intime rapporte une conversation familiale qui aurait eu lieu en 2025, alors qu'elle avait 81 ans. Elle aurait dit, je cite, « Michael m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer ». Une façon qu'on ne peut pas nommer. C'est une formule très parlante. Et sur ses propres sentiments à elle. Quand un proche lui a demandé si elle l'avait aimé en retour de la même manière, sa réponse est d'une honnêteté assez poignante. Elle dit « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, mais l'aimer comme lui m'aimait, je ne vais pas mentir là-dessus ». D'accord. Elle explique qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas porter ce type d'amour total et qu'elle a préféré garder ses distances pour ne pas le blesser davantage. C'est une confession qui éclaire tout, en fait. Alors, quand on prend du recul, au-delà de cette histoire personnelle d'une intensité folle, que reste-t-il de l'héritage de Diana Ross? L'héritage est colossal. D'abord, il y a l'influence. Des artistes comme Beyoncé, Madonna, Mariah Carey, elles l'ont toutes citée comme une inspiration majeure. Et puis il y a les records, des chiffres qui donnent le tournis. Absolument. Elle est la seule artiste féminine de l'histoire à avoir classé des singles numéro 1 en solo, en duo, Avec Endless Love, oui, avec Lionel Richie, en trio avec les Supremes, et même au sein d'un collectif plus large avec We Are The World. C'est un accomplissement unique. sans oublier Hollywood, les 2 étoiles sur le Walk of Fame. Et le plus incroyable, c'est peut-être avec les Grammys. Ah oui, c'est vrai. Elle reçoit un Grammy pour l'ensemble de sa carrière en solo en 2012, puis un deuxième en 2023 avec les Supremes. C'est la première femme à recevoir 2 fois cette récompense suprême. Et au milieu de tout ça, elle n'a jamais arrêté la scène. On l'a vu chanter pour le jubilé de la reine Elisabeth, à Glastonbury. Elle reste cette force de la nature, une véritable icône vivante. En résumé, si on doit synthétiser, le parcours de Diana Ross est donc bien plus qu'une liste de cubes. C'est le récit d'une pionnière, une architecte de sa propre légende. Absolument. Et au cœur de cette légende, il y a ce lien avec Michael Jackson, qui n'était ni une simple amitié, ni une romance classique. C'était autre chose. C'était une connexion unique. Forgé dans la bulle surréaliste de la célébrité, un mélange complexe d'admiration, de mentorat, d'amour non réciproque et de protection mutuelle qui a duré toute une vie. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question que même nos sources ne tranchent pas complètement. Cette relation intense entre 2 des plus grandes icônes du XXe siècle, était-ce finalement un amour à sens unique, une amitié d'une profondeur insondable, ou bien une forme de lien si particulière, née dans un contexte si extraordinaire, qu'elle échappe tout simplement à nos définitions conventionnelles ?